Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma chaîne, inscrivez-vous, hein. Partagez le plus possible, partagez la connaissance, c'est essentiel aujourd'hui. Alors, on va parler aujourd'hui de Colonie 2.0, un article que j'ai écrit. Mais avant, si vous n'avez pas encore le livre Amazonie politique, eh bien procurez-vous-le, offrez-le à des proches. Il est vraiment très beau comme livre, hein, comme cadeau, c'est un très beau cadeau. Achetez aussi mon dernier livre, hein, Chronique des ombres de la modernité. Il est poétique, il est profond. On a aussi le cours de philosophie d'Olaf du Carvalho que je vous recommande. Tout ça, c'est mes livres, hein. Et bien sûr, pour ceux qui sont intéressés, Bolsonaro, mythes et mensonges. Voilà, les différents livres, hein, qui sont accessibles sur Amazon, par exemple. Vous allez sur amazon.fr, vous cherchez Antoine Bachelin Sénat, vous allez trouver, ou sinon vous allez sur antoinebachelinsénat.com. Et donc c'est parti aujourd'hui. C'est un article aussi qui est disponible sur antoinebachelinsénat.com, hein. Il s'appelle Colonie 2.0. Le parallèle entre la perte de souveraineté du Brésil sous le dialogue interaméricain et celle de la France sous l'Union européenne. Donc j'explique que cette souveraineté bradée, c'est un phénomène mondial. Et au Brésil, le dialogue interaméricain orchestré par les élites financières internationales a joué un rôle clé dans la mise en œuvre du, entre guillemets, consensus de Washington, transformant le pays en une colonie financière à travers des privatisations massives et l'augmentation de la dette. Ça va vous rappeler quelque chose, justement. L'objectif, c'est de montrer qu'en France, sous cette Union européenne, une dynamique similaire s'est dessinée, hein, avec une perte progressive du contrôle national au profit d'institutions supranationales et d'intérêts financiers mondiaux. Et donc on va explorer ensemble les parallèles, hein, qui sont flagrants, vous allez le voir, entre ces deux cas, avec des sources récentes, hein, pour éclairer ces enjeux de la souveraineté dans un monde globalisé. Le dialogue interaméricain et le consensus de Washington, c'est une colonisation 2.0 au Brésil. Fondé en 1982 par le banquier américain David Rockefeller, le dialogue interaméricain avait pour objectif officiel de résoudre les problèmes politiques de l'Amérique latine. Ça, c'est cité dans l'Inter-American Dialogue en 2025. En réalité, il a servi de vecteur pour aligner les économies latino-américaines, notamment celles du Brésil, sur les intérêts des États-Unis et des institutions financières internationales comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Sous la présidence de Fernando Henrique Cardoso, on l'appelle FHC ici au Brésil, entre 1995 à 2002, c'est un membre clé et président émérite, hein, du Inter-American Dialogue. On peut rechercher dans les Annual Reports de 2000. Le Brésil a adopté les principes du consensus de Washington de 1988, un ensemble de réformes prônant privatisation des entreprises publiques, ouverture économique aux capitaux étrangers, réduction des dépenses sociales, soumission aux directives du FMI. Là, on a un article de Williamson en 2004, The Washington Consensus as Policy Prescription for Development. Donc le consensus de Washington comme une politique qui est demandée pour le développement. Ces politiques ont conduit à des privatisation massive d'actifs stratégiques brésiliens à des prix dérisoires. On va faire le parallèle après avec la France, vous allez voir. Donc je cite, hein, certains actifs stratégiques brésiliens. Vale do Rio Doce, c'est une compagnie minière, hein, qui a été vendue en 1997 pour 3,3 milliards de réals, environ 3,14 milliards de dollars US à l'époque, alors que sa valeur actuelle est estimée à environ 400 milliards de réals, soit 72 milliards de dollars en 2025, selon les données boursières de B3, hein. B3, c'est la bourse brésilienne. Banespa, c'est une autre entreprise, un autre actif stratégique brésilien qui a été vendu à un prix dérisoire en 2000 pour 7 milliards de réals. Ça fait à peu près 3,5 milliards de dollars à Banco Santander, cette banque espagnole, à HSBC aussi en Angleterre, et d'autres institutions étrangères qui ont acquis des banques publiques régionales, hein. Et ces ventes ont été jugées dérisoires car les banques publiques représentaient des actifs financiers stratégiques. Par exemple, la valeur de Banespa était bien supérieure en raison de son portefeuille de clients et de sa position sur le
marché brésilien. Je vais passer à d'autres actifs aussi comme Petrobras, qui est très connu entre 1997 et 2000, avec cette vente d'actions et d'opérations annexes pour 4 milliards de dollars US. Je ne vais pas détailler tout ça, mais on a des investisseurs étrangers comme Repsol en Espagne, BP en Angleterre, qui ont acquis des parts dans les opérations. Petrobras n'a pas été totalement privatisé, mais la vente de ses actifs secondaires a été vue comme une perte de contrôle stratégique sur le secteur pétrolier. Donc tout ça c'est voulu, je vais détailler notre entreprise ensuite, puis on passera à la France. Telebras, le géant des télécommunications qui a été privatisé en 1998 pour 22 milliards de réals, largement sous sa valeur réelle au profit de consortiums étrangers, générant des commissions colossales pour des banques comme Goldman Sachs et Morgan Stanley. On a le journal Folha de São Paulo qui relate ça en 1998. Privatisation da Telebras range 22 bilhões, la privatisation de Telebras avec autour de 22 milliards. Et ces opérations qui sont présentées comme des modernisations ont affaibli en fait l'État brésilien tout en enrichissant une élite transnationale. Sous ce président Fernando Henrique Cardoso, les privatisations ont rapporté environ 100 milliards de dollars US, mais elles ont été critiquées parce qu'elles ont transféré des actifs stratégiques à des investisseurs étrangers à des prix inférieurs à leur valeur réelle, renforçant l'influence des consortiums internationaux et affaiblissant la souveraineté économique brésilienne. Les crises de 1999 et 2002, marquées par la dévaluation du réal brésilien, ont exacerbé les critiques, car elles ont montré la vulnérabilité de l'économie brésilienne face à la dépendance aux capitaux étrangers. Lula da Silva, actuellement président, corrompu, une figure emblématique de ce parti des travailleurs, le PT, il était également membre de ce fameux dialogue interaméricain. On a cette liste de 2000 que vous pouvez consulter sur thedialogue.org. Vous cherchez les membres sur le site www.thedialogue.org. Vous regardez les membres. Cela montre bien qu'il y avait que les clivages entre le PT et le PSDB, le parti de Fernando Henrique Cardoso, n'étaient qu'une façade. Les deux font partie de ce dialogue interaméricain et ils ont servi l'agenda anti-souverainiste orchestré par des organisations comme le dialogue interaméricain, la commission trilatérale et le club de Bilderberg, influencés par les mêmes élites financières globales. Ensuite, on a les ONG internationales qui ont joué un rôle clé dans cette dynamique. Le WWF qui pousse des politiques environnementales restrictives, le programme ARPA, avec 50% de ces 150 millions d'acres protégés qui sont interdits d'exploitation, qui limitent l'accès du Brésil à ses propres ressources. Je l'ai détaillé dans d'autres vidéos. Lors de la COP 30 cette année à Belém, ces organisations internationales, ces ONG font la promotion de l'Amazonie comme patrimoine mondial, facilitant l'ingérence étrangère via des financements internationaux. Et ces mesures soutenues par la célèbre Marina Silva, la ministre de l'Environnement ici au Brésil, qui est nommée par ces ONG internationales, cet agenda environnementaliste international, favorise le contrôle global sur l'Amazonie. On a d'autres organismes que je ne vais pas détailler, mais un point très important, c'est aussi sur le désarmement, qui est un gros problème ici au Brésil. Et on a des programmes, par exemple comme celui de Vivari, qui ont imposé depuis l'extérieur le désarmement via le statut de 2003, affaiblissant la défense citoyenne. Et donc on a des programmes internationaux comme les UPP dans les favelas qui sont financés par des acteurs comme l'ONU, qui intègrent des modèles étrangers et qui réduisent l'autonomie de l'État brésilien en matière de sécurité. C'est un autre sujet, mais c'est la même dynamique. Et ces actions alignées sur des intérêts transnationaux privent le Brésil de son contrôle sur ses terres et ses politiques. Ça transforme le pays en une colonie 2.0. Marina Silva, la ministre de l'Environnement sous Lula actuellement, elle est membre, elle aussi, de ce dialogue Inter-American Dialogue, dans la liste de 2003, vous pouvez le retrouver. Elle a défendu elle-même l'idée que l'Amazonie est un patrimoine de l'humanité.
Une position qui a ouvert la voie à son internationalisation, notamment via des pressions étrangères pour contrôler cette région stratégique. On a un article notamment de la revue Folha de São Paulo de 2008, Marina Silva et l'internationalisation de l'Amazonie. Maintenant, on va parler de la France, on y arrive. Donc la France et l'Union européenne, une souveraineté sous attaque. En France et dans l'Union européenne, un processus parallèle de perte de souveraineté est en cours depuis des décennies, marqué par une soumission croissante aux institutions supranationales et aux intérêts financiers mondiaux. Voici quelques parallèles frappants, appuyés par des sources récentes, des parallèles avec le cas brésilien que vous allez repérer. L'influence des institutions supranationales, tout comme le dialogue interaméricain a dicté les politiques économiques du Brésil, l'Union européenne joue un rôle similaire en Europe. La Commission européenne non élue impose des directives qui priment sur les lois nationales, limitant la capacité des États membres à mener des politiques indépendantes. Par exemple, les politiques économiques de l'Union européenne, inspirées par des principes similaires à ceux du consensus de Washington, ce sont les mêmes élites financières derrière, ont poussé à la dérégulation. Même chose qu'il s'est passé au Brésil. La privatisation, même chose qu'il s'est passé au Brésil, dans des secteurs clés, comme l'énergie, les transports ou les télécommunications, même dynamique. Donc, un article, par exemple, de François du 4 mars 2025, révèle une proposition controversée du président Emmanuel Macron, étendre la dissuasion nucléaire française à l'Europe. Donc, c'est donner les pouvoirs de la France à l'étranger. Cette initiative viole le traité de non-prolifération nucléaire, qui illustre aussi la volonté de diluer un symbole ultime de la souveraineté nationale, l'arsenal nucléaire au profit d'une hypothétique souveraineté européenne qui n'existe pas et qui profite à certaines élites. Cette démarche a été dénoncée, notamment par l'association Bon Sens, soulève des questions sur la conformité de la France aux engagements internationaux, sur la perte de contrôle stratégique au profit de l'Union européenne. Et donc le deuxième point, on a les privatisations et la financiarisation de l'économie. Je vais détailler un petit peu ça. Suivant le même modèle des privatisations brésiliennes des années 1990, la France a connu une vague de privatisation sous les gouvernements successifs, avec des records de fusion-acquisition sous Macron. Rappelons Alstom, critiqué comme une tentative de céder un champion industriel français à une entreprise étrangère menaçant la souveraineté technologique. On a Technip FMC, dont la fusion a été vue comme une perte de contrôle sur un acteur clé du secteur pétrolier français. Des entreprises publiques comme Aéroports de Paris, ADP, Engie, ENGIE ou la Française des Jeux ont été partiellement ou totalement privatisées au profit d'investisseurs étrangers. Ces opérations, présentées comme des réformes économiques nécessaires, toujours ce même vocabulaire utilisé partout qu'on arrive à repérer, qui cache que la liquidation des actifs est faite au profit d'élites internationales et que la souveraineté est volée aux citoyens. Un exemple révélateur, on a l'affaire Covéa, le groupe mutualiste Covéa, qui détient MMA, MAF, GMF, a investi 9 milliards de dollars pour racheter la société de rassurance Partner RE, basée aux Bermudes, en violation des principes de solidarité du Code de mutualité. Cette opération, en fait, elle détourne les fonds des sociétaires vers des intérêts financiers internationaux. C'est la même logique de financiarisation qu'on a observée au Brésil. Les privatisations, en fait, ont enrichi les élites au détriment des citoyens. Les ONG, les agendas transnationaux, même chose ici en France, sous l'égide de l'Union européenne. On a des ONG financées par des fondations internationales comme Open Society de George Soros qui influencent les politiques publiques dans des domaines comme l'immigration, les droits humains ou l'écologie. Au Brésil, on avait des ONG comme WWF qui ont servi de relais pour imposer des politiques environnementales alignées sur des intérêts étrangers. Ici, en France, on a l'ONG SOS Méditerranée, active dans le sauvetage des migrants méditerranéens, qui a bénéficié de financements indirects de l'OSF
via des partenariats avec des réseaux européens comme le European Programme for Integration and Migration, il s'appelle le EPIM, soutenu par l'OSF, l'Open Society Foundation. Et on a en 2024 SOS Méditerranée qui a intensifié ses opérations avec le transport des migrants vers les côtes européennes, et ces campagnes Tous en mer plaident pour des politiques migratoires ouvertes et critiquent les restrictions frontalières, ce qui est vu comme une incitation à l'immigration illégale. Ça avait été critiqué par Valeurs Actuelles en 2024 dans un article. Elles influencent le débat public, elles exercent une pression sur les décideurs politiques. Ces ONG contribuent à maintenir des politiques migratoires permissives, en contradiction avec la volonté populaire exprimée dans les sondages. On a un sondage du 14 octobre 2024 par France Soir qui montre que 75% des Français souhaitent un meilleur contrôle de la politique migratoire. C'est le signe d'une défiance croissante envers les agendas imposés par des acteurs extérieurs. De plus, 57% des Français perçoivent une censure accrue dans les médias, souvent subventionnés par des fonds publics ou internationaux, qui limitent le débat public sur ces questions cruciales de souveraineté. Un autre point, c'est la fracture entre les citoyens et les élites, qu'on voit autant au Brésil qu'en France. Au Brésil, Fernando Henrique Cardoso et Lula sont perçus comme des gérants locaux d'intérêts étrangers. En France, on a la même fracture entre le peuple et les élites politiques. C'est une fracture profonde. On a 59% des Français, selon le même sondage de France Soir, qui désapprouvent la politique de Macron. 84% des Français pensent que les responsables politiques devraient être pénalement responsables de leurs actes. Cela reflète une vraie perte de confiance dans une classe dirigeante perçue comme déconnectée des intérêts nationaux. C'est une méfiance exacerbée par d'autres décisions. L'engagement massif de la France en Ukraine sont des choix qui sont pris sous la pression de l'Union européenne, de l'OTAN. On se rappelle des voyages fréquents de l'ex-président Fernando Henrique Cardoso, le Brésilien, à Davos, à Washington, à New York, pour recevoir les ordres du dialogue interaméricain. Les conséquences, c'est une souveraineté en péril. Le parallèle entre le Brésil et la France révèle un schéma commun. La souveraineté nationale est érodée par des institutions supranationales, des élites financières, des ONG qui imposent des agendas étrangers. Au Brésil, les crises économiques des années 99 et 2002 ont été causées par ces politiques du consensus de Washington, ont montré l'échec de ce modèle. En France, on a une dette publique massive. On a la perte de contrôle sur des secteurs stratégiques, c'est la même dynamique. Ces décisions prises, tout comme la proposition de Macron d'étendre la dissuasion nucléaire à l'Union européenne, compromettent l'indépendance française. C'est la même chose au Brésil. Il y avait eu la création du ministère de la Défense par Fernando Henrique Cardoso en 1999 qui avait pour but de castrer les forces armées brésiliennes. Ces décisions sont prises sous la pression d'intérêts transnationaux et elles affaiblissent les capacités des nations à défendre leurs propres intérêts. Cette vidéo est un appel à la résistance. Face à cette colonisation moderne, les citoyens du monde entier, les patriotes, qu'ils soient français, brésiliens, doivent agir pour reprendre le contrôle de leur destin. Voici quelques pistes d'action pour finaliser cette vidéo. Inspirée par le cas brésilien, adapté au contexte français, il faut sensibiliser et informer le public sur l'influence de ces institutions comme l'UE, le dialogue interaméricain, l'OTAN, et s'appuyer sur des médias indépendants, exiger la transparence, demander des comptes aux responsables politiques sur leurs liens avec des organisations supranationales, soutenir la souveraineté, promouvoir des politiques qui privilégient les intérêts nationaux, le contrôle migratoire, par exemple, 75% des Français y sont favorables, et la protection des actifs stratégiques. Il faut questionner les médias mainstream, contester la censure et les subventions aux médias mainstream. Ce sont des obstacles à l'information libre. Il faut combattre
pour la souveraineté, c'est un combat commun. Le Brésil, la France, ils sont géographiquement éloignés, mais ils partagent un défi commun, la préservation de leur souveraineté face à des forces transnationales. Au Brésil, le dialogue interaméricain a orchestré une colonisation financière par le biais du consensus de Washington. En France, l'Union européenne et les réseaux financiers internationaux jouent un rôle similaire. Ils érodent l'indépendance nationale à travers des privatisations, des politiques migratoires imposées et des initiatives comme l'extension de la dissuasion nucléaire. Ce parallèle que j'ai fait aujourd'hui, c'est un appel à la vigilance. La souveraineté n'est pas du tout un concept abstrait, c'est le fondement de la liberté et de la prospérité d'une nation. Comme au Brésil, où le peuple est appelé à défendre son pays contre les gérants locaux des intérêts étrangers, les Français doivent se mobiliser pour protéger leur patrimoine national. Voilà, merci, à la prochaine.